Marc, est-ce que tu peux faire une réponse aux réponses de Yann sur sa vidéo de ce matin sur Invest Dubai? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Vous êtes vraiment motivé sur Invest Dubai, c'est incroyable. Pour moi, c'est complètement hors de mon scope. C'est pas un sujet d'intérêt pour moi, mais visiblement, pour vous, c'est très intéressant. Donc, je me suis plongé sur la dernière vidéo de Yann sur Invest Dubai. Je l'ai regardé pour le coup. Je pensais regarder quelques minutes comme d'habitude. Je l'ai regardé intégralement parce que je dois dire que j'ai pris du plaisir. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors c'était une vidéo clarification, mais c'est vrai que bon, clarification par celui qui lance Invest Dubai, il y a un petit conflit d'intérêts quand même, donc moi je vais vous donner une clarification indépendante, puisque je n'ai rien à gagner là-dedans, j'ai pas de projet alternatif, rien du tout, aucune ambition de rien, donc je vous donne mon avis sur les réponses aux questions auxquelles il a répondu sur sa vidéo. Alors, je tiens à préciser une chose, un disclaimer, parce que là, ce n'est que mon avis, j'ai aucune ambition d'influencer qui que ce soit. C'est juste, d'ailleurs, je vais pas, les critiques que je vais faire, les analyses que je vais faire, c'est absolument dirigé contre personne, c'est sur les idées. On parle des idées, on critique des idées, on critique pas des hommes, pas de jugement de valeur, rien du tout. Ok ? Donc, les idées, les arguments, c'est tout. Je précise aussi que si les gens d'Invest Dubai veulent une vidéo-réponse, une interview, la porte est grande ouverte. Quand vous voulez, avec plaisir. Faire avancer le débat là-dessus, continuer à clarifier. Donc moi, je vais clarifier. Alors, je vais reprendre certains éléments qui ont été dits durant la vidéo et qui m'ont fait littéralement bondir. Bondir de ma chaise. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou peu importe. Je ne supprime aucun commentaire. Vous mettez aussi, vous venez sur le club aussi, on en discute sur le club, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs de mon club qui sont sur Invest Dubai. Bon, voilà. Alors, première chose qui m'a carrément... je trouvais ça hallucinant. Ça revient en fait comme une litanie dans la vidéo, c'est Dubaï, c'est très récent, Dubaï, ce n'est pas un marché mature. Pas comme l'Europe, la vieille Europe. Dubaï n'a que 50 ans, c'est un marché qui n'est pas mature. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors déjà, on reviendra sur ce que ça veut dire mature, parce que mature derrière, on peut dire potentiel de gain, c'est-à-dire que ça n'a pas encore fini d'évoluer puisque c'est jeune, mais mature, ça peut vouloir dire aussi c'est très volatile, c'est très risqué parce que c'est jeune. Bon, alors dans les deux cas, pour moi, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai d'autres références de pays qui ont aussi 50 ans. Si vous suivez ma chaîne, vous savez, des pays où j'ai vécu de nombreuses années. Singapour, pour ne pas citer, 50 ans d'existence à peu près. Et le marché immobilier n'a rien à voir avec celui de Dubaï. Il a aussi très fortement évolué, mais il n'est pas au ras des pâquerettes comme Dubaï, entre guillemets, parce que Dubaï est à 4 000 € du mètre carré. Singapour, on est au-delà de Paris, on est au-delà de 10 000, on est dans les capitales les plus chères. On peut aller voir aussi d'autres pays qui ont été indépendants récemment. Enfin, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans, Hong Kong, pareil, les prix de l'immobilier sont plus chers que Paris, et pourtant, et c'est pas des marchés qui sont nécessairement plus volatiles que la vieille Europe, parce qu'on va revenir sur la vieille Europe et la vieille France qui serait un marché mature et qui ne bouge pas des masses. Faux. Donc non, et Singapour c'est pareil, je veux dire, Dubaï c'était un désert il y a 50 ans, Singapour il y a 50 ans, regardez l'histoire, vous voyez qu'ils n'avaient même pas l'eau potable. Donc ça n'a rien à voir, un marché peut-être jeune et pour autant très cher, déjà très cher, et pas nécessairement ultra volatile. Voilà, il peut être assez... ça n'a rien à voir pour moi. Le fait que ce soit jeune. D'ailleurs, Dubaï, il y a 10 ans, on voit comment ça a évolué. Il montre la courbe. On voit sur la courbe que ça c'est... au moins, ça c'est un truc qui est bien, c'est qu'il a montré la courbe où on voit non seulement la volatilité, mais surtout que pendant on sort de 10 ans de baisse sur Dubaï. Voilà. Bon. Voilà, donc mature. Voilà. Alors le marché français maintenant, marché français, on va prendre le marché qui est le plus stable, Paris. Paris, c'est stable, c'est mature. Paris, ça a 2000 ans. Je viens de vérifier, en fait. En fait, ça a plus de 2000 ans. Ça existait avant, Lutèce, etc., au temps des Romains et compagnie. Donc, c'est très, très, très vieux. C'est censé être très stable. Pourtant, sur les 40 dernières années, j'ai pris 40, comme ça, on fait à peu près avec Dubaï, ça a fait plus 1000%. 1000. C'est passé...
Donc non. Et puis dans les années 90, avec un petit passage dans les années 90, où Paris fait moins 50. Vous avez peut-être oublié. Divisé par 2. Et donc, quand c'est 2000 ans, c'est mature. Pourtant, c'est volatile. On aurait pu aller voir tous les marchés. Hein. J'aurais pu aller voir New York, j'aurais pu aller voir Londres, j'aurais pu aller voir Donc non, si en France les marchés sont... Et puis attention, le marché français, ça n'existe pas, c'est très segmenté. Sur une même période où vous avez Paris qui fait plus 60, vous avez Saint-Étienne qui fait moins 20, et vous avez Marseille qui fait plus 0. Donc ça bouge, la réalité c'est que ça bouge dans tous les sens, et que c'est une classe d'actifs qui est volatile, même dans la vieille Europe. Et encore, j'ai été gentil, on pourrait aller en Europe de l'Est. Bah oui, parce que l'Europe, c'est pas que la France, c'est pas que Paris. La Moldavie, par exemple. Ou l'Estonie. Ça bouge aussi. Ça bouge beaucoup, même. Bon, donc je continue. Donc mature comme le bon vieux marché français et marché américain, anglais. Donc non, là, pas du tout. Marché américain, mature. Détroit mature. Et puis il y a l'idée derrière la maturité que en fait on fait pas d'intérêt, c'est pas très performant. Pardon ? On fait en Europe aujourd'hui en crowdfunding, on fait entre 10 et 15%. Ce matin, projet à 11%, plus code bonus 1,1% MBS, on est à 12,1% dans la bonne vieille France d'aujourd'hui. Je fais cette vidéo le 22 septembre 2022, dans la bonne vieille France d'aujourd'hui. Et ça, Allez, je me calme un petit peu. Donc, alors, à un moment, il dit un truc, et c'est ce qui m'a fait voir la vidéo jusqu'au bout. Il croit, donc, 100 fois plus, le marché de Dubaï, il dit c'est 100 fois plus intéressant que le marché français. Alors, le marché français, il fait... aujourd'hui, on est sur au moins 10% de rendement sur des projets de marchand de biens, l'équivalent de son flip. 100 fois plus, ça fait combien ? Ça fait 1000%. Les projets à Dubaï, ils sont à 1000%. Quand nous, on est à 10%. Non. Les projets à Dubaï, qui sont proposés par Invest Dubaï, ils sont à 15. Ils sont pas à 1000. Donc c'est pas 100 fois plus intéressant. Entre 12 et 15, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pour les frais bancaires, par crédit, privilégiez la carte, toujours 2,5% le montant. Donc là, il dit, voilà, privilégiez la carte pour les petits montants. Non, si c'est 2,55% chaque fois qu'on investit avec la carte, que ce soit des petits montants ou des gros montants, ça reste un pourcentage du montant. J'ai pas compris pourquoi il disait ça. Alors, autre élément, il dit, oui, on peut servir des rendements plus importants. Et les rendements sont pas plus importants, hein, parce que Reinvest24 aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est sur du 14-15%, donc on est sur les mêmes taux annoncés. Donc il y a pas... Et il dit, oui, l'argument, on peut le faire parce que on a un levier fiscal. Pourquoi ? Parce qu'à Dubaï, on ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Eh ben, en ne payant pas d'impôt sur les sociétés, tu passes de 12 à 15, c'est pas fameux, hein. C'est pas transcendant, je dirais. Voilà. Donc voilà. Et puis attention, Dubaï n'est pas le seul pays dans le monde à avoir un impôt sur les sociétés faible. Enfin faible, ou à 0. Il y en a d'autres. Donc là, son levier fiscal, là je suis pas du tout d'accord. Les rendements affichés sont ceux... Alors il dit un truc, alors là, faire très très attention. Les rendements affichés sont ceux qui seront versés dans ton wallet. Faux. Alors là, c'est très important, c'est pas seront. Il faut mettre un adverbe. Seront peut-être. Pourquoi ? Parce que les rendements qui sont affichés, et il faut le répéter, sont des rendements estimés. Comme d'ailleurs pour tout le crowdfunding. Crowdfunding, crowdlending, crowd royalties, crowd equity, crowd ce que tu veux, c'est estimé. Estimé, c'est hypothétique. C'est probable, c'est calculé, c'est peut-être pas. Non mais faut dire, c'est pas seront, c'est pas du ferme, c'est pas du certain. C'est pas les taux du livret A, c'est un investissement. Ça peut être plus 15. Ça peut être aussi 0. Ça peut être aussi risque en capital.
Ça peut aussi être risque de perte totale en capital. C'est-à-dire que ça peut être plus 15 et ça peut être moins 100 aussi. C'est possible aussi. Je veux dire. Et pour tout le crowdfunding, ça c'est pas vrai que pour Invest Dubai. C'est vrai pour tout le monde. Et je crois qu'il faut le répéter, parce que souvent, je pose tout le temps la question aux dirigeants de société, et les défauts, il n'y a pas de défauts, etc., etc. Sur certaines plateformes, on a eu des défauts, je vous les ai montrés. Je vous ai montré aussi les taux de recouvrement, etc. Vous êtes parfaitement au courant de ça, mais il faut le répéter, parce qu'il y en a qui entendent seront versés. Attention. Peut-être. C'est estimé. D'ailleurs, ça peut être plus que 15. On va voir, on va calculer, on va voir ça un petit peu après dans la vidéo, parce qu'il dit ça sera sûrement plus. En fait, 15%, c'est un objectif pessimiste, en fait, pour lui. Je vais revenir là-dessus. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il se compare. Alors, il se compare aux autres boîtes de crowdfunding. Alors là, moi, il n'y a aucun souci. Bravo. Déjà, bravo d'avoir fait ça. C'est bravo de se comparer. Mais par contre, il s'est comparé au pire. Enfin, au pire. Je veux pas dire ça, mais d'ailleurs on fait le classement nous sur le site. Il y a sur mon site objectif-renta.com, il y a le classement, donc les gens votent. Bon, Brix, il s'est comparé à Brix. Quand j'ai vu la comparaison, j'ai rigolé. J'ai dit mais pourquoi il s'est comparé à Brix? Yann, tu aurais pu te comparer à la première brique. Avec ce matin, on a des taux à 12,1%. Des projets de marchand de biens. Pourquoi ne pas se comparer à la première brique, ou à d'autres, ou à Club Funding, ou à d'autres, ou même à Realty, ou à ce que tu veux, enfin vraiment, ou à Upstone, ou à Razors, pourquoi choisir Brix? En plus, Brix, c'est des des royalties, des redevances. Et ils versent des taux, alors ils montent, c'est vrai, les taux de Brix sont très faibles, 3, 4, 2, 3, 4, oui, mais c'est Brix. Là, il y a un biais, ça s'appelle un biais de sélection. C'est-à-dire, on sélectionne et on se compare à quelque chose. Oui, mais Brix, c'est pas représentatif du marché. Si tu veux voir ce qui est représentatif du marché, tu vas sur mon site. Tu vas voir sur quoi on investit. D'accord. Alors, ce qu'il dit sur les royalties, il a raison. Là, je suis entièrement d'accord. Les taux sont plus faibles sur Brix, on est d'accord. Voilà, il s'est comparé à Brix, je sais pas pourquoi. 15%. Alors, attention. Il dit oui, 15%, mais ça sera sûrement au-delà. Alors là, attention. Attention, warning, disclaimer. Moi, en tant qu'investisseur, vous savez, quand on arrive au-delà de 15%, quand on arrive dans la zone des 20%, là, tous les feux sont au rouge. Pourquoi? Parce que si on peut faire du 20% en récurrent, le mot-clé, c'est récurrent, c'est-à-dire sur une longue période, mais les projets flip, ils ont vocation justement à se relayer, c'est-à-dire on finit un flip, on commence un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc mettons 20%, il faut se rappeler que 20%, si vous arrivez à faire du 20%, vous êtes l'homme le plus riche du monde. C'est Warren Buffett. Allez vérifier. Warren Buffett, homme le plus riche du monde, il fait 20% en récurrent. Voilà. Donc, je vous dis ça, faites attention avec ces... alors je dis 20, lui dit 15 et au-delà. Donc 15, c'est déjà énorme en récurrent. Donc, bon voilà, quoi. On verra si effectivement ça fait autant. Alors il dit si on investit, il y a des choses très très intéressantes. Si on investit en société, parce qu'on peut investir en société sur Invest Dubai, ça permet de réduire encore plus les impôts car on est sur une tranche à 15% au lieu de la flat tax à 30%. Alors là, j'ai entendu ça, j'ai rigolé. Alors, c'est vrai que les taux d'impôt sur les sociétés, c'est 15 sur les premiers 38 000 et ensuite 25, etc. Donc c'est moins que 30. La flat tax à 30. On est d'accord. Sauf que quand on a payé l'impôt sur les sociétés, ben l'argent il n'est pas dans notre poche. Il est dans les poches de la société. Pour les mettre dans notre poche, il faut repasser par une flat tax à 30. Ouais. Vous avez une SASU, vous investissez sur Invest Dubai, vous payez 15 d'impôt sur les sociétés, sur les revenus que vous percevez. Le cash, il est dans la société. Maintenant, vous voulez le verser voulez-vous le verser à vous, en tant vous actionnaire de cette société, pour aller acheter votre baguette de pain, bah vous repassez par une flat tax à 30. Donc ça fait 30 plus 15, et 45. No comment. Si jamais tout le monde se crache, alors il dit, si jamais tout le monde se crache en avion, bah vous êtes co-actionnaire. Alors là, c'est vrai. Et c'est la même chose sur Realty. On reste actionnaire. Et ça, c'est top. C'est pas comme sur des royalties, où là, on sait pas ce qui se passerait. Ok? Mais il dit,
Donc, on continue de posséder des parts de sociétés, les SPV, qui sont propriétaires de ces biens à Dubaï. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. On reste actionnaire. Et il dit, et donc, il suffira de les revendre. Ah non. Non, ça sera pas simple de les revendre. Ça sera même très, très compliqué de revendre ces parts. Parce qu'il y aura plus personne. On va pas les appeler Dubaï. Il faudra que quelqu'un vienne gérer tout le bousin, un administrateur, un nouveau gérant, une nouvelle société, qui va prendre des frais pour ça, des avocats, etc., pour aller derrière faire que tous les actionnaires puissent décider et si on revend pas, si on passe pas. Donc c'est compliqué. On reste actionnaire, mais ça va pas se passer comme ça pour revendre nos parts. Ça serait la même chose d'ailleurs sur Realty. On resterait actionnaire, mais il faudrait que ça soit repris. Et ça, on ne sait pas ni comment, ni dans quelles circonstances ça va se passer. Donc ça, c'est pas et voilà. Hein. C'est toute une procédure, des frais, des personnes, tout un truc, c'est, ok. Dans les modèles de crowdfunding, on n'est pas les plus prioritaires. Alors il dit ça à un moment donné, il dit oui, attention, le crowdfunding, on est plus prioritaire en tant qu'actionnaire qu'en tant que créancier dans le cadre de crowdfunding, c'est un crowdfunding classique de type dette. Ben c'est faux. On investit, donc nous on prête de l'argent, ok ? On a sur certains projets, en fait la plupart des projets, des fiducies ou des hypothèques de premier rang, et on doit nous rembourser, plus les intérêts. Si on ne nous rembourse pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh ben on exerce notre hypothèque, c'est-à-dire qu'on prend possession du bien et on le revend. En priorité, numéro 1. Alors si on n'est pas convaincu que le créancier il a une priorité numéro 1, bah, il suffit de voir ce qui s'est passé à Détroit. Regardez à Détroit ce qui s'est passé pour les propriétaires. En fait, ils sont propriétaires, les propriétaires qui doivent de l'argent aux investisseurs, aux créanciers. Bah, les créanciers, c'était les banques. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont expulsé tout le monde. Vous vous souvenez, c'était en 2008. Ils ont expulsé tous les propriétaires qui se sont retrouvés à la rue. Non. On est bien prioritaire. C'est discutable, mais voilà. Quand vous avez une hypothèque à la banque, vaut mieux rembourser son crédit, sinon ça se passera très très mal. Voilà. Les actionnaires touchent. Alors attention. Alors oui. Alors là, je finirai. J'ai encore quelques points si vous avez encore un peu de temps. Les actionnaires, il dit les actionnaires touchent si on gagne plus répartition de la perte. Ah oui. Alors ce qui se passe, c'est que en fait, dans le cas où il y a une revente, donc il y a une performance qui est réalisée, et là il y a une redistribution de la performance des gains. Ok. Mais cette répartition des gains, normalement, quand on est actionnaire, je suis actionnaire d'une société lambda, de la société Google. Ok. La société Google fait des bénéfices, j'ai des parts, je touche, et elle décide de distribuer une partie de ses bénéfices en dividendes. Eh bien, tous les actionnaires vont toucher ces dividendes au prorata de leur part. Plus j'ai de parts, plus je touche, et chaque part c'est équitable. J'ai 2 parts, je vais toucher plus que toi qui as une part. Ouais. Sauf que pas chez Invest Dubai. Chez Invest Dubai, les investisseurs qui sont actionnaires, on va dire entre guillemets copropriétaires, eh bien ils ne touchent que 60% de la performance qui est répartie. Et 38% de la performance, eh bien, elle va à qui ? C'est ma compréhension. Après, il le met en gros. Donc, 38%, ça va à Invest Dubai. Donc, en fait, ça revient à dire, dans mon point de vue, dans ma manière, qu'il y a une commission de surperformance qui est allouée à Invest Dubai. 38%, c'est beaucoup. 40%, c'est beaucoup. Presque la moitié, en fait, qui est versée, qui n'est pas reversée au prorata des parts des actionnaires. C'est-à-dire que la moitié, pas la moitié, mais 40%, fumé, et on ne touche que 60% de la performance. Normalement, c'est pas, faut le savoir. Pour moi, c'est pas du vrai actionnariat. C'est un peu comme s'il y avait des actions privilégiées où on touchait une performance largement supérieure et pas au prorata de ce qu'on a investi. Voilà, ça c'est un point très intéressant. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je pense que c'est un peu discutable aussi, mais c'est un peu particulier.
Voilà. Alors ensuite, dit oui, on fait monter les prix du marché. En faisant quelques ventes, on fait monter les prix du marché. Déjà, j'espère pas qu'on fait monter, parce que normalement, les prix de marché ne sont pas, on n'est pas censé les manipuler. Déjà un. Et je pense pas que ce soit avec un volume de vente si faible, puisqu'ils débutent, hein, qu'on arrive à manipuler des prix de marché. Il y a des centaines il y a des milliards de transactions qui sont faites, il l'a montré à la fin, sur Dubaï. Donc c'est pas quelques centaines de milliers qui vont changer quoi que ce soit, hein, au marché Dubaï. Donc non, je crois pas, non. Voilà. Et puis alors, je finirai là-dessus. C'est une formulation qu'il a qui me fait rire. Ça m'a fait penser un petit peu à Macron qui faisait le en même temps. Lui, il fait maintenant et de plus en plus. Alors apparemment, les gens ont envie de vivre à Dubaï maintenant et de plus en plus, le plus longtemps possible pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà, et pour moi, cet argument maintenant et de plus en plus, ça n'a aucun sens. Vous revenez, je sais pas, par exemple, si on applique le maintenant et de plus en plus, c'est juste maintenant et de plus en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la situation actuelle et on la projette linéairement et on dit ça va continuer dans la même situation. Bah, ça fait 3 mois ou 6 mois que Dubaï monte, c'est vrai. Maintenant et de plus en plus. Donc il va continuer à monter. Sauf que on revient 3 ans en arrière, ou même 1 an en arrière, ou 2 ans en arrière. Le marché s'écroule. Qu'est-ce qu'il nous dirait? Il nous dirait, le marché s'écroule, maintenant et de plus en plus? Ah non. C'est pas quand on veut, maintenant et de plus en plus. Soit c'est cohérent et ça s'applique tout le temps, soit on peut pas l'appliquer seulement aujourd'hui, maintenant et de plus en plus. En plus, est-ce qu'on sait vraiment si Dubaï ça existait il y a 50 ans, est-ce qu'on sait si ça existera dans 50 ans? Avec les aléas climatiques, il fait 50 degrés en été, peut-être il fera 60 degrés. À 60 degrés, le sang commence à bouillir, hein. Est-ce que dans 50 ans, Dubaï existe? Est-ce que Invest Dubaï peut le signer, ça? Est-ce que ce sera pas un désert, revenu un désert? On sait pas. Moi, je sais pas. On sait pas comment ça va se passer. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire, ça peut cartonner, ça peut ne pas cartonner, mais pour moi, il n'y a pas de maintenant et de plus en plus, les gens ont envie de vivre à Dubaï. Non. Pour moi, non. Donc voilà les amis, ce que j'en pense. Dites-moi, mettez en commentaire si vous avez des questions. En tout cas, pour moi, c'est pas, je vais pas investir dessus. Et je vous rappelle quand même que bon voilà, faire du 10-12%, on fait ça très bien en France, et faire du 13-14%, on fait ça en Europe. Il y a des projets qui le font aujourd'hui, qui sont la vieille Europe, moi, elle me plaît bien. La vieille France, elle me plaît bien. Et le vieux crowdfunding mature français, il me plaît aussi beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.